Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition. Tout de suite, direction Marwantsitch pour commencer, où 3 infrastructures majeures ont été inaugurées ce matin au centre-ville. Le bureau de la préfecture de Marwantsitch, un hôpital aux normes internationales et un marché également modernisé. L'inauguration de l'hôpital a particulièrement marqué les esprits. Il regroupe l'ensemble des services de santé publique et dispose d'équipements médicaux majeurs tels qu'un scanner et un générateur d'oxygène. Natera Koutoumaf et Andra Zanjaibé pour plus de détails. La construction de cet hôpital moderne est un véritable cadeau pour la population de Marwantsitch et de toute la région. Elle vient renforcer la priorité du gouvernement en matière de santé publique et démontre la volonté d'être à l'écoute des besoins de la population locale. Ce qui distingue ce nouvel établissement, c'est qu'il devient un centre hospitalier régional, alors qu'il était auparavant un centre hospitalier de district, limité en équipement et en capacité. Désormais, l'hôpital est équipé d'un scanner performant, d'un générateur d'oxygène, d'un laboratoire complet d'analyse médicale et de tous les services nécessaires à une prise en charge médicale complète. La dernière construction d'un hôpital à Marwantsitch remonte à 1961. 60 ans plus tard, un gouvernement relève enfin le défi de construire un nouvel hôpital ici, conformément à l'engagement du président de la République. Depuis 2019, 30 hôpitaux ont été construits à travers le pays. La population de la région d'Ambatssou peut désormais jouir pleinement de son droit à la santé. Par ailleurs, la ville de Marwantsitch bénéficie également d'un nouveau bureau de la préfecture, avec à sa tête un nouveau préfet, récemment nommé lors du dernier conseil des ministres. L'objectif est clair, instaurer une administration de proximité. Et cela se concrétise aujourd'hui selon les propos du ministre de l'Intérieur. Avec son nouveau statut de région, le district de Marwantsitch devient officiellement la capitale régionale de la région d'Ambatssou, illustrant une véritable avancée en matière de décentralisation dans le nord-est de Madagascar. Le nouveau préfet a été officiellement présenté à la population aujourd'hui. Il a promis de travailler au service des habitants de la région d'Ambatssou. Ce matin, le président de la République a inauguré le bureau de la préfecture, le centre hospitalier régional, ainsi que le grand marché Bazarbé, remis à neuf et officiellement remis à la population de Marwantsitch. L'histoire de Marwantsitch a changé. Le district a bénéficié de nombreuses infrastructures et d'une véritable décentralisation. À cela s'ajoute le stade moderne, inauguré cet après-midi par le président de la République, Andra Zanjaibé. À cette occasion, le chef de l'État a réaffirmé son attachement au district de Marwantsitch et de Mananara Avarach, affirmant qu'il ne les a pas oubliés et qu'il en a créé la région d'Ambatssou pour leur permettre de se développer pleinement. Le président Andra Zanjaibé a également annoncé que toutes les routes du centre-ville de Marwantsitch seront réhabilitées. Toujours un reportage de Natera Koutoumaf et de Andra Zanjaibé. Marwantsitch n'est plus une zone oubliée, a affirmé le député élu de cette localité lors de son discours. Il a salué les efforts fournis par le gouvernement qui n'a pas négligé la région qu'il représente. Ce parlementaire a également remercié le président pour les solutions déjà apportées aux préoccupations de la population, notamment dans les secteurs de la vanille et des routes. Le vice-président du Sénat pour la région du Nord, quant à lui, a affirmé que toutes les réalisations inaugurées ces 2 derniers jours sont la preuve concrète de l'amour du président pour la population de Marwantsitch. Il a également souligné qu'il reste fidèle au président de la République. Le stade moderne de Marwantsitch était plein à craquer, témoignant de la reconnaissance du peuple envers l'amour que lui témoigne le président de la République. Le président Andra Zanjaibé, de son côté, n'a cessé d'exprimer son attachement à la population en apportant le développement de proximité. Parmi les réalisations, on compte un hôpital moderne équipé de matériel performant pouvant offrir des services de santé adaptés à la population. Il a particulièrement mis en avant la présence d'un générateur d'oxygène, d'une couveuse pour les bébés prématurés, d'un laboratoire, ainsi que d'un bureau de la préfecture construit aux normes. Sans oublier ce stade pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes, officiellement inauguré aujourd'hui.
Le président a également confirmé que toutes les routes du centre-ville de Marwantsech seront asphaltées. Le stade moderne comprend de grandes tribunes, une pelouse naturelle, des vestiaires pour les joueurs et les arbitres, des douches et des toilettes publiques. À l'occasion de cette inauguration, le président a offert des équipements sportifs, des ballons de foot, des maillots pour tous les clubs de Marwantsech et des ballons de basket. Et parlons toujours de développement. La Chine, à travers l'entreprise Sinomatch, s'engage à collaborer avec Madagascar pour mettre en valeur le sorgho. Cette céréale figure parmi les cultures adaptées au climat de notre pays. Des techniciens chinois partageront leur savoir-faire avec les agriculteurs locaux afin d'accroître la production et d'en faire une culture d'exportation. Andeniana Martina, Zaranjiansu et Sech Anjanab. Les régions d'Analamang, Bungulav et Amurmani seront les premières zones à bénéficier du transfert de techniques agricoles pour la culture du sorgho, une filière prometteuse dans un contexte de changement climatique. La Chine, forte de son expérience en la matière, apportera son appui à travers des formations destinées aux agriculteurs, en collaboration avec l'État malagasy, soutient la secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire, Taïnia Vurazanamaev. Certains pays sont d'ores et déjà prêts à accueillir les produits à base de sorgho malagasy. Ce projet répond pleinement à la vision de l'État d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs et d'augmenter la productivité. En parallèle, des usines de transformation seront construites localement dans le cadre de ce partenariat entre le gouvernement et la société chinoise Sinomatch. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie nationale d'amélioration du système de production agricole. 16 régions rizicoles bénéficieront de l'implantation de ces futures usines de transformation. La signature du protocole d'accord entre la secrétariat d'État en charge de la souveraineté alimentaire et l'entreprise chinoise a été officialisée hier. Dans le domaine de l'éducation, dans le but d'inciter les parents d'élèves à scolariser leurs filles, d'alléger leurs charges financières, de favoriser le retour à l'école des filles ayant abandonné prématurément leurs études, ainsi que d'adapter un accompagnement spécifique aux jeunes filles, le ministère de l'Éducation nationale a élaboré le projet Maintien des filles à l'école, en collaboration avec le FID, avec un financement de la Banque mondiale. Ce projet vise à améliorer le niveau d'instruction et les conditions d'apprentissage des jeunes filles. Felana Rakutarsoul. La majorité des abandons scolaires concernent les filles, principalement celles des classes de T6, T7 et T8. Pour les ramener sur les bancs de l'école, le MEN, en partenariat avec le FID, a lancé ce projet en mars dernier avec un démarrage effectif prévu pour l'année scolaire 2025-2026. Dans un premier temps, 68 zones pédagogiques réparties dans 16 régions seront concernées. Le projet prévoit un accompagnement financier direct des élèves filles des classes T6, T7 et T8 à hauteur de 60 000 arrières par an. Cette somme est versée par le MEN via le FID directement aux associations de parents d'élèves de chaque collège. Ainsi, les bénéficiaires sont exemptés du paiement de la contribution scolaire annuelle. En plus de cela, les jeunes filles reçoivent une bourse d'études annuelle destinée à leurs parents ou tuteurs et répartie comme suit. Classe T6, 190 000 arrières, classe T7, 140 000 arrières et classe T8, 115 000 arrières. Les bourses sont versées via Mobile Money aux tuteurs légaux. Cependant, ces aides ne sont accordées que si l'élève est effectivement scolarisé. Le MEN, à travers les DREN et les CISCO, effectuera régulièrement un suivi rigoureux des élèves bénéficiaires. Et puis, les travaux de construction du lycée d'Ambavad Tukan dans le district d'Atsimudjan sont achevés à 60% actuellement. Selon le maire, l'établissement devrait pouvoir accueillir ses premiers élèves dès la prochaine rentrée. Outre la construction du lycée, les travaux de pavage sont actuellement en cours dans la commune. Tous ces projets de développement sont financés exclusivement par le budget propre de la commune, selon le maire. Et le lycée en construction dans la commune d'Ambavad Tukan comprendra 6 salles de classe. Il s'agit du tout premier lycée érigé par la commune,
dans le but d'alléger les difficultés des élèves qui, jusque-là, devaient parcourir de longues distances pour accéder à un établissement secondaire. Parallèlement à ce projet, les travaux d'extension du CEG sont également en cours avec la construction d'un bâtiment annexe de 3 salles de classe. La réalisation d'un CEG moderne fait également partie des engagements pris par le président de la République. Par ailleurs, des travaux d'aménagement complémentaires sont en cours, comme le forage pour améliorer l'accès à l'eau. Selon le maire, les travaux devraient être achevés à temps pour accueillir les élèves à la rentrée scolaire 2025-2026. Les fonds investis dans les projets de développement en cours proviennent entièrement des recettes communales, a souligné le maire. En outre, le pavage des routes se poursuit. Le maire et son équipe ont effectué une visite aujourd'hui pour constater l'avancement des travaux menés dans la commune d'Ambavad-Toukan. En économie, la Maison de l'entrepreneuriat collabora désormais avec le DBM pour soutenir les jeunes et les femmes désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat. Sa coopération avec la commune urbaine d'Antananarivo a pris fin hier, marquée par une remise de l'eau à Mbuzatouf. Détails sur les images de Yves Janel. En 2 ans d'activité à Mbuzatouf, environ 3300 jeunes entrepreneurs ont bénéficié des 4 programmes proposés par la Maison de l'entrepreneuriat en partenariat avec l'ambassade de France et la commune urbaine d'Antananarivo. Il s'agit des masterclass, du pôle entrepreneuriat, du hackathon et des jeudis de l'entrepreneuriat. Des dispositifs visant à accompagner les jeunes déjà chefs d'entreprise ou souhaitant créer leur propre activité. La Maison de l'entrepreneuriat s'installera désormais à Ivange et entamera une nouvelle collaboration avec le DBM pour continuer à soutenir les jeunes porteurs de projets. Selon Anne Tarakutvau, présidente du conseil d'administration de la Maison de l'entrepreneuriat, cette nouvelle collaboration est financée à hauteur de 100 000 €. 3 autres activités y seront ajoutées et les jeunes et les femmes seront priorisés. Tous ceux qui œuvrent dans le domaine entrepreneurial peuvent venir à la Maison de l'entrepreneuriat. Une remise de l'eau a été organisée hier à l'endroit de la commune urbaine d'Antananarivo en guise de remerciement pour ces 2 années de collaboration. Le respect de la sagesse traditionnelle et des valeurs malagasy est essentiel pour mener Madagascar vers le développement, selon l'association Ekrifama Etske Cristiano Anfapansunan Madagascar. Les chrétiens ont un rôle central à jouer dans cette démarche, compte tenu de l'importance croissante des églises chrétiennes dans le pays. Une conférence suivie d'un mouvement de recueillement spirituel a été organisée ce jour au Chanpuknula Danalakeli. Le thème présenté était « Chrétiens réformateurs, fondement d'un pays sain et développé ». L'objectif de cette initiative est de raviver les valeurs de sagesse et les repères culturels malagasy, des attitudes que chaque chrétien devrait incarner selon les organisateurs. Et dans la page culturelle, le stylisme ou la création de vêtements de mode séduit aujourd'hui de nombreux jeunes. Plusieurs stylistes originaires de Madagascar se sont déjà fait un nom sur la scène internationale, contribuant ainsi à la valorisation du savoir-faire malagasy. Parmi ces talents émergents figure Ntsu, une jeune styliste prometteuse que nous vous faisons découvrir dans ce reportage. Ntsu évolue depuis quelques années dans l'univers de la création de mode, une passion qu'elle nourrit depuis sa tendre enfance. Malgré cet engouement précoce, elle n'a décidé de commencer à vendre ses créations qu'il y a 1 an, après une phase de recherche, de perfectionnement et de réflexion. Elle utilise des matériaux uniques dans ses créations pour les rendre originaux. Son objectif est de satisfaire ses clients. Outre sa clientèle malagasy, des étrangers s'intéressent également à ses créations, notamment à l'occasion des salons et expositions auxquels elle participe. Selon elle, on peut déjà faire de belles choses à partir de ce qu'on a. Il faut juste de la persévérance, de la créativité et un désir constant d'améliorer son travail. Se comporter en professionnel, c'est tout autre chose. Cela met en valeur le label Vita Malagasy. Ntsu prend part à la foire du Vita Malagasy qui s'est terminée ce jour. Foire qui a débuté jeudi au jardin d'Antananarivo. Elle possède également une page dédiée en ligne pour permettre à ceux qui le souhaitent de commander ses créations.
Et voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Israël a annoncé autoriser à partir de ce vendredi 25 juillet les pays étrangers à larguer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, rapporte la radio de l'armée israélienne en citant un responsable militaire. France 24. Ce bâtiment de la ville de Gaza fut un jour une école. Depuis des mois, elle abrite des réfugiés. Vendredi matin, une frappe israélienne y a fait au moins 5 morts et de nombreux blessés. Nous avons enduré la famine et maintenant nous devons endurer des roquettes comme celle-ci. Par Dieu, c'est injuste. Ce genre d'oppression, que puis-je dire de plus? Nous ne pouvons même pas nous permettre un sac de farine et une bombarde de roquettes. Au-delà des bombardements, c'est bien la famine qui préoccupe profondément l'ensemble de la population. Le programme alimentaire mondial annonce qu'un Gazaoui sur 3 ne mange plus pendant des jours. Toujours dans la ville de Gaza, Koussaï, 14 ans, blessé par une roquette israélienne il y a quelque temps, est désormais en train de mourir de faim sous les yeux de sa mère. Mon estomac, je reste éveillée toute la nuit. Je pleure toute la nuit. Nous ne trouvons rien à manger. Je pleure toute la nuit. Ma voix est fatiguée à force de pleurer. On ne peut plus l'aider. Il doit être soigné à l'étranger. Nous demandons au reste du monde de laisser Koussaï partir à l'étranger pour son traitement. Selon les autorités de l'enclave, 13 000 personnes nécessiteraient une évacuation médicale. Mais le blocus reste extrêmement difficile à contourner et la situation humanitaire est de plus en plus dramatique. Les rares distributions d'aide autorisées par l'armée israélienne restent des points de danger extrême pour les Palestiniens. À Khan Younes, dans le sud de Gaza, elles ont fait de nouvelles victimes dans la nuit de jeudi à vendredi, lorsque des camions sont arrivés avec des vivres et que des coups de feu ont ensuite été tirés. Il est allé chercher un sac de farine. Il a été martyrisé à cause de ce sac. Un garçon de 17 ans a été martyrisé. Qu'a-t-il vu dans sa vie? Il n'a fait que souffrir de la faim. Israël, dont le secrétaire général de l'ONU dénonce le manque d'humanité et de compassion, a annoncé ce vendredi autoriser de nouveau les parachutages d'aide humanitaire à Gaza par des pays étrangers. Les affrontements entre le Cambodge et la Thaïlande ont fait 33 morts selon un dernier bilan. Le Cambodge a réclamé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel avec la Thaïlande lors d'une réunion d'urgence du Conseil de la sécurité de l'ONU. France 24. Exténués par 2 jours de bombardements intensifs, ils sont 7000 à avoir trouvé refuge dans ce centre d'évacuation. Depuis le début des combats entre la Thaïlande et le Cambodge, les civils se sont retrouvés piégés en pleine zone de guerre. Ce Thaïlandais et sa famille vivaient dans un des premiers villages touchés par les tirs cambodgiens. Les tirs ont rapidement commencé, entre 8h et 9h du matin. Et ça a continué, et continué. La dernière fois que ça a tiré, j'ai entendu 10 rafales. Ici, les secours s'organisent. Des dizaines de volontaires organisent des distributions d'eau et de nourriture. L'occasion pour la coalition au pouvoir de soigner son image, fragilisée par cette crise avec le Cambodge. En tant que Thaïlandais, nous voyons que notre peuple souffre, alors nous leur apportons notre soutien. Il faut que l'on s'entraide. Une fois la nuit tombée, des tirs d'artillerie se font parfois entendre. À 30 km de la ligne de front, des villages entiers sont désertés. Pourtant, certains refusent toujours de fuir. J'aimerais évacuer moi aussi, mais je suis inquiet pour ma maison. J'ai peur que tes voleurs viennent la piller. Hier, je me croyais encore en sécurité, mais aujourd'hui, j'ai vraiment peur. Si les combats continuent, je crois qu'il faudrait mieux partir. Pour ce grand-père et son petit-fils, la nuit risque d'être longue. Depuis le début des combats, au moins 14 civils thaïlandais ont perdu la vie. Malgré un conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenu vendredi à New York, la Thaïlande a rejeté plusieurs propositions de médiation de pays comme la Malaisie ou la Chine. Bangkok a même suggéré que cette crise pourrait bientôt devenir une guerre. Attisés par les fortes chaleurs qui sévissent dans le sud de l'Europe en ce moment, les incendies sont nombreux dans plusieurs pays méridionaux. Chypre, Serbie, Bulgarie, Albanie, mais aussi la Turquie. France 24.
Depuis quelques jours, le sud de l'Europe est de nouveau frappé par de gigantesques incendies. À Chypre, des centaines d'hectares de forêt sont partis en fumée, comme ici à Homodos. Dans des conditions difficiles, les résidents ont prêté main forte aux pompiers. Plus de 125 km² ont été brûlés, des forêts, des prairies et de la végétation, mais aussi des zones résidentielles comme ici aux abords de Limassol, la deuxième ville du pays. En Bulgarie, ces dernières semaines, il ne s'est pas passé un jour sans qu'un nouvel incendie ne se déclare. Nous avons actuellement 68 incendies déclarés, couvrant une superficie d'environ 500 hectares, dont 10% concernent de la végétation forestière, qui sera perdue de manière irréversible. Les fortes températures, plus de 40 degrés, et les vents violents attisent ces feux difficilement maîtrisables, comme ici à l'est de la Serbie. Nous entrons dans une période à risque, avec des températures extrêmement élevées et du vent. Il nous est donc très difficile de prévoir l'évolution de la situation. En Albanie aussi, des incendies qui continuent de se propager. Les autorités ont imposé vendredi l'évacuation de plusieurs villages du sud du pays. En Turquie, plusieurs feux de forêt se sont déclarés dans la province touristique d'Antalya vendredi, en pleine vague de chaleur. Le changement climatique, la hausse des températures et la négligence ou la malveillance humaine sont les principaux facteurs à l'origine de ces incendies qui ravagent chaque été le sud de l'Europe. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite après, retrouvez l'intégrale de Fenty. Au revoir et à demain pour une nouvelle édition.